Alors, ce que je vais vous présenter, c'est une approche sociologique, conceptuelle et théorique du métier de technicien son dans la production culturelle et plus généralement du métier de technicien dans la production culturelle. Cette approche, elle a été conçue dans le cadre de ma thèse qui s'appelle « Making the Show Go On, a Study of Sound Engineers in the French and Dutch Fields of Music Production ». Pour faire cette thèse, j'ai eu besoin de construire un certain nombre d'outils théoriques que je vais vous présenter. Mais d'abord, je vais répondre à la question de pourquoi j'ai eu à développer tous ces outils théoriques. Et je vais partir en fait d'une dissonance un peu paradoxale, qui est celle à laquelle j'ai été confronté au moment où j'ai choisi de travailler sur ce sujet, et qui est liée aussi à mon expérience personnelle. Parce que j'ai travaillé comme technicien son durant 2 ans avant de rentrer en master. Et donc je savais, par expérience, qu'il existait un groupe défini par la profession de technicien. J'avais une idée de son faisceau de tâches, en tout cas dans la musique, dans le théâtre, et j'avais fait l'expérience d'être identifié en tant que technicien. C'est pour ça que lorsque, à la fin de mon master, que j'ai décidé d'approcher des professeurs en leur disant « j'ai envie de travailler sur les techniciens », j'ai été assez surpris qu'on me réponde des choses comme « mais qui sont ces gens ? De qui parles-tu ? Qu'est-ce que tu définis par technicien ?» Alors que pour moi, évidemment, tout ça était très très clair. D'autant que j'étais convaincu du rôle crucial que jouait ce groupe et de l'intérêt de les étudier. Prenons un exemple. Il s'agit du concert de Queen au Live Aid 1985. C'est la scène qui est tirée du film Bohemian Rhapsody et qui donne une idée en fait de à quel point ce concert a dû être un concert assez incroyable. On voit le stade rempli, on voit l'excitation de la foule. Et le simple fait, finalement, qu'on fasse un film sur ce moment-là donne une idée d'à quel point ça a dû être un moment important. Maintenant, reprenons ces images, essayons de nous projeter à l'intérieur de ce concert et essayons d'imaginer ce même concert sans les techniciens. Donc, sans le système de sonorisation, sans la structure de scène, sans la lumière et sans même parler du système de diffusion sur les télés du monde entier qui a fait que cet événement a été considéré comme un des événements les plus importants de l'histoire de la musique. Qu'est-ce qui nous reste ? Il nous reste un chanteur talentueux qui s'accompagne au piano, qui est accompagné par un groupe qui est non moins talentueux, mais tous ces gens ne peuvent pas être entendus au-delà du 3e rang. Et donc on peut directement se représenter la chose, c'est que ce ne sera pas le même concert. Ça ne veut pas dire que ce sera forcément moins bien. Peut-être même que ce sera mieux, parce qu'en vrai, si vous entendez Queen avec un public de 30 personnes, vous avez de quoi vous réjouir. Mais en revanche, vous n'aurez pas 80 000 personnes qui vont chanter Bohemian Rhapsody avec vous. Donc ces 2 concerts, au final, c'est pas tellement qu'il y en aura un qui sera mieux que l'autre, mais en tout cas, ils vont pas avoir le même sens pour les gens qui vont y participer, et ils vont pas provoquer le même genre d'émotion. Tout ça m'amène donc au premier cadre théorique qui m'a été proposé pour ma thèse, celui qui est porté par la théorie de l'acteur réseau, qui est très utilisée dans les études sur les sciences et technologies. Donc cette théorie, elle naît dans les écrits de Michel Calon, avec son article de 1986 qui s'appelle « Éléments pour une sociologie de la traduction, la domestication des coquilles Saint-Jacques et des marins-pêcheurs dans la baie de Saint-Brieuc ». Et elle se poursuit dans les travaux de John Law, de Bruno Latour, de Madeleine Acriche, d'Antoine Aignon aussi, entre autres. C'est une théorie qui part de l'idée que les phénomènes sociaux se construisent par des associations entre différents types d'acteurs à un niveau essentiellement micro-sociologique. Alors, un des aspects les plus novateurs qui fait que cette théorie a quelque chose de particulier, c'est que les acteurs qui sont connectés au sein de ces réseaux peuvent être humains ou non humains, et inclure des machines ou des éléments de l'environnement. Alors que la sociologie avait tendance plutôt avant à étudier les relations entre êtres humains et exclusivement entre êtres humains, cette théorie, elle a apporté l'idée d'association entre des humains, des machines et l'environnement pour faire société. Et donc cette théorie, elle semble bien s'appliquer à première vue à l'étude des techniciens. Si on reprend l'exemple du concert de Queen, le public a l'impression d'entendre la voix de Freddie Mercury. Mais ce n'est pas tout à fait la voix de Freddie Mercury qu'il entend. C'est la voix de Freddie Mercury qui est captée par ce micro, qui est transmise par ce câble, jusqu'à cette tente, où vous allez avoir cette personne qui va mixer avec d'autres instruments et qui va renvoyer un signal mixé à
aux enceintes qui sont derrière les bannières Live Aid. Et c'est le son qui sort des enceintes que le public va entendre et identifier comme étant la voix de Freddie Mercury. Donc, au travers de cette chaîne, on voit bien que pour créer le concert en tant que fait social, il y a une association, en effet, entre des êtres humains, donc le groupe, l'ingé son, le public, des machines, le micro, le câble, les enceintes, la table de mixage, et l'environnement, donc le stade, et puis tout simplement l'air, qui permet de porter les ondes sonores jusqu'aux oreilles du public. Mais pour autant, on ne peut pas étudier le travail des techniciens avec la théorie de l'acteur réseau. Pourquoi ? Parce que cette théorie, elle intègre un principe qu'elle appelle un principe de symétrie généralisée. C'est-à-dire qu'au sein des réseaux qui constituent la société et que cette théorie étudie, les acteurs humains et non humains ont une place équivalente. Les deux types d'acteurs agissent et il n'y a pas de hiérarchie établis entre leurs modes d'agir. Très schématiquement et de façon un peu caricaturale, ça signifie que le micro participe autant au concert que Freddie Mercury. Et ça pose problème pour étudier les techniciens. Parce que si on considère que les machines, notamment le système de son, agissent par elles-mêmes, on efface en fait du tableau qu'on cherche à étudier le travail de l'opérateur de cette machine. Et l'opérateur de la machine, en l'occurrence, c'est précisément le sujet qui nous intéresse. Le technicien son, la technicienne son. Donc, on a déjà un problème sur le plan théorique. Et lorsqu'on s'intéresse empiriquement à comment ces techniciens prennent leurs décisions dans le cadre de leur travail, ça c'est ce que j'ai fait dans le chapitre 1 de ma thèse, on se rend compte que ce ne sont pas tellement les machines ou l'environnement en eux-mêmes qui influencent les décisions qu'ils prennent, mais c'est plutôt des facteurs qui sont proprement humains. On identifie des facteurs interactionnels, c'est-à-dire les relations entre les êtres humains qui sont sur place, et des facteurs qui ont trait à leur socialisation, c'est-à-dire leurs expériences passées, leur éducation, s'il y a eu des musiciens, des techniciens dans leur famille, etc. Et donc ces facteurs, ils ont clairement un impact beaucoup plus important sur les décisions qui sont prises sur place. Bilan, moi j'en suis arrivé personnellement à la conclusion qu'on ne peut pas considérer que les relations entre humains et non humains soient de nature équivalente. Et donc, ce principe de symétrie généralisée, j'aurais tendance à le réfuter, à le mettre en cause en tout cas. Et dans tous les cas, il paraît impossible d'utiliser la théorie de l'acteur réseau pour étudier les techniciens son, au sens où, pour les comprendre, à mon avis, il faut avoir un cadre théorique qui se focalise sur les humains. Donc, allons vers autre chose qui apparaît également pertinent, et il s'agit des mondes de l'art de Howard Baker. Alors, un livre paru en 1982 qui a cette caractéristique d'analyser la production d'une œuvre d'art comme résultant d'un travail collectif et non pas seulement des artistes eux-mêmes. Donc Baker, ce qu'il fait dans sa théorie, il identifie un certain nombre d'acteurs qui vont contribuer à faire advenir une œuvre d'art ou un événement musical, comme un concert par exemple. Donc là, on peut voir qu'il y a les distributeurs qui vont distribuer une œuvre, vous allez avoir les financeurs, vous allez avoir les critiques, le législateur qui crée le cadre légal dans lequel tout ça peut arriver. On note une chose quand même, c'est que l'artiste, même si on parle d'œuvre collective, l'artiste reste au centre de ce modèle. Pour Baker, en fait, l'artiste reste le décisionnaire final, le décisionnaire principal autour de l'œuvre. On pourrait parler un petit peu de premier auteur. Et en fait, autour de ce premier auteur, vous avez un cercle de gens qui contribuent, chacun à leur manière, à faire exister l'œuvre. En revanche, vous avez toujours chez Baker cette hiérarchie qui conserve une certaine forme de verticalité entre les artistes et le reste du monde de l'art. Alors dans ce cercle, où est-ce qu'on peut situer les techniciens ? En général, le réflexe, c'est de les situer dans la catégorie de personnel de renfort. C'est généralement ce qui est fait en fait depuis le livre de Baker. Dès qu'on parle des techniciens, qu'on fait référence à Baker, on place les techniciens dans la catégorie de personnel de renfort, support personnel sur le schéma. Mais en revanche, lorsqu'on va se référer au texte de Baker, on se rend compte déjà que cette catégorie, elle est assez floue finalement. Il va dire, elle est en tout cas, on se rend compte que cette catégorie, elle est assez floue et en tout cas plus floue que les catégories, que les autres catégories de ce schéma. Par exemple, il va dire que ce que fait le plus renommé des artistes peut devenir du travail de personnel de renfort pour quelqu'un d'autre. Il dit aussi que du point de vue d'un compositeur, l'interprète est plutôt du personnel de renfort qu'un artiste. Donc on voit que Baker finalement ne décrit pas tellement une catégorie d'acteurs en elle-même, mais plutôt un système de délégation de tâches
Et il parle d'ailleurs, finalement, de catégories divers. Cette catégorie de personnel de renfort, il l'a décrit comme une catégorie divers qui, je cite, a pour objectif de recueillir tout ce qui ne rentre pas dans les autres catégories. Donc là aussi, on peut percevoir un certain problème théorique. Et là aussi, lorsqu'on s'intéresse au travail des techniciens sur le terrain, lorsqu'on s'y intéresse empiriquement, on voit que ce personnel de renfort, il a en réalité une autonomie propre assez forte et qui prend de nombreuses décisions qui vont impacter l'œuvre sur le plan esthétique, ce qui va complètement à l'encontre de ce que disait Becker. Donc en tant que tel, il n'est pas vraiment possible de prendre Becker pour étudier les techniciens, car de la même manière qu'avec la théorie de l'acteur réseau, c'est un cadre théorique qui va tendre à faire disparaître le sujet auquel on s'intéresse. Donc vient alors la notion d'intermédiaire culturel, qui a été piochée au début des années 2000 par Keith Negus, un universitaire américain, qui a en fait pioché cette notion dans quelques lignes de la distinction de Bourdieu, et qui a donné naissance en fait à tout un courant de recherche en sociologie de la culture aux États-Unis. Et ce sont des recherches en fait qui sont revenues en France, en Europe, dans ces 5-6 dernières années. Alors cette notion, elle va servir à décrire le travail de toute une catégorie d'acteurs du monde de la culture. Et on va parler ici des agents, par exemple, des chargés de communication, des chargés de production, des producteurs eux-mêmes, des distributeurs, des critiques, etc. Le rôle de ces intermédiaires techniques, c'est de réaliser la connexion entre un artiste et son public. Donc, par exemple, en lui produisant une image attirante, en l'insérant dans les bons réseaux, en lui trouvant des contrats, etc. etc. Maguire et Matthews, dans un article de 2012, disent des intermédiaires techniques qu'ils impactent la notion de ce qui, et donc de qui est légitime, désirable et de valeur, et donc sur la définition de qui ne l'est pas. Alors, posons-nous la question, les techniciens sont-ils des intermédiaires culturels ? Il est vrai qu'ils réalisent une forme de médiation. Ils matérialisent des idées dans des objets définis et ont donc un impact très concret sur la perception du public. Repensez par exemple au concert de Queen et à quoi il ressemblerait sans le travail des techniciens. Il y a la voix de Freddie Mercury, il y a tout un travail sur cette voix, et ensuite, par le travail des techniciens, cette voix est apportée à un public de 80 000 personnes. Donc, ce sont vraiment littéralement des intermédiaires. En revanche, on peut percevoir une différence majeure avec les intermédiaires culturels. Car ces derniers travaillent à améliorer le capital symbolique d'une œuvre en travaillant sur le modèle économique qui permet de la valoriser ou sur la façon dont elle est perçue comme quelque chose de désirable. Et ça, c'est une grosse différence de nature avec le travail des techniciens qui ne font ni l'un ni l'autre. À l'inverse, ce que font les techniciens, c'est inscrire une idée artistique conçue à la fois par les artistes et les intermédiaires culturels dans la matière, dans un environnement défini. Reprenons notre exemple du concert de Queen. Vous avez un beau jour des producteurs qui se disent « on va faire un énorme concert pour lever des fonds contre la faim dans le monde ». Ça va se passer en alternance sur 2 continents différents. On invite toutes les stars les plus connues de la Terre et on retransmet ça sur toutes les télés du monde. Alors, ils contactent des agents, ils finissent par avoir des artistes invités et ces artistes vont préparer leur set, exactement comme dans le film, avec la pression que ça implique d'être les premiers humains de l'histoire à jouer devant 1 milliard de personnes. Et c'est à ce moment-là que les techniciens entrent en scène pour transformer ce qui n'est à ce stade finalement qu'une projection qui s'incarne dans des mots, des contacts, des contrats éventuellement, des échanges, des espoirs. Mais les techniciens vont transformer tout ça en une chose tangible qui apparaît dans le monde physique. Bilan, les techniciens ne sont pas des intermédiaires culturels. En revanche, ce sont bel et bien des intermédiaires, et à partir de là, on peut identifier une mission précise qui est la leur, qui est grosso modo de matérialiser une idée. Ne reste plus qu'à leur donner un nom, et c'est pour ça qu'on arrive avec la notion d'intermédiaire technique. Et à partir de là, on peut revenir sur Becker et remettre en forme son approche en enlevant cette catégorie de personnel de renfort, cette catégorie divers qui nous empêchait de boucler la boucle et qui nous embêtait un petit peu. Et on se retrouve avec ça. On a donc, dans les mondes de l'art, et plus généralement, à chaque fois que des gens se rassemblent pour produire un objet de culture ou un bien symbolique, 4 types d'acteurs. On a les artistes, qui jouent avec les symboles, les arrangent dans un ordre signifiant, qui composent,
qui éventuellement interprètent. On a les intermédiaires culturels qui créent un cadre pour le travail des artistes, un cadre qui est à la fois économique et symbolique. On a le public qui participe activement, et vraiment j'insiste sur le terme d'activement, à la création de sens et d'émotions. Il est vraiment très important dans cette perspective de ne pas se représenter le public comme des consommateurs passifs, mais vraiment comme des gens qui participent activement à la création de sens, à la création d'émotions dans l'objet culturel, dans le concert, dans ce genre de choses. Je pense que on a un exemple assez criant en cette période. C'est assez facile à illustrer en ce moment avec les salles de concert qui sont vides, avec le fait qu'il n'y a pas pu avoir la conférence face à un public et que là je fasse cet enregistrement face à une caméra. On peut aussi penser à l'ambiance étrange des stades de football vides. Et avec les producteurs de télévision qui ont rajouté des bruits artificiels de public pour éviter que les gens zappent trop, parce que ça leur faisait trop bizarre d'avoir aussi peu d'ambiance. Donc le public est un producteur de sens au même titre que les 3 autres types d'acteurs. Et donc enfin, on a les intermédiaires techniques que vous trouverez partout où il y a une forme quelconque de production culturelle. Dans la musique, vous avez les ingénieurs du son, qui sont le sujet de ma thèse, mais aussi les techniciens lumière, les techniciens plateau, les rodis, etc. Sur un plateau de tournage, vous aurez les cadreurs, les costumiers, le directeur photo, etc. Dans un musée, vous aurez les restaurateurs qui vont être chargés de faire en sorte que les œuvres conservent la forme qui correspond à l'image que le musée veut en donner et qui correspond finalement à l'image qui fait qu'on se représente ces objets comme étant des œuvres d'art. Et enfin, pour cette vidéo, vous avez la personne derrière la caméra, celle qui s'occupera du montage, celle qui s'occupera de la mise en ligne, etc., etc. On peut noter une chose assez importante dans cette représentation des types d'acteurs qui interviennent dans un processus de production culturelle. C'est qu'aucun n'est plus central qu'un autre. Et ça, c'est vraiment contrairement au modèle de Becker, qui réservait, on l'a vu, à l'artiste une certaine centralité et conservait une certaine verticalité dans les rapports de production. C'est pour ça, en fait, que je parle de clic dans le titre de cette présentation. La notion de clic, en analyse de réseau, désigne un groupe où chaque entité est reliée à toutes les autres par un lien équivalent. Ainsi, aucune de ces entités n'occupe le centre du réseau et tous les éléments qu'il compose occupent une place équivalente au sein de celui-ci. Concrètement, ça signifie que ces 4 types d'acteurs s'appuient les uns sur les autres et sont chacun dans leur rôle nécessaire pour faire exister un objet culturel comme un concert, un film, une émission de télé, un meeting politique, une exposition, un opéra, un match de foot, j'en passe et des meilleurs. Et ces objets finissent par exister pour ce qu'ils sont, à savoir des vecteurs d'émotions, de symboles communs, de liens et d'expériences, de connaissances éventuellement. En somme, il s'agit de la culture au sens large, qui se construit, se déconstruit, se transforme, se reconstruit, se réalise, dans un processus dynamique qui ne s'arrête jamais, et qui au final nous permet de nous définir en tant qu'individu ou en tant que groupe. Je vais terminer en citant un personnage de film, Marcel Blanc, qui est interprété par André Dussolier dans le film Mélo d'Alain Resnais. Marcel Blanc est violoniste de profession, et dans un monologue, il décrit l'état de transe dans lequel est capable de nous plonger ce processus que je vous ai décrit de façon finalement assez froide. Ça décrit aussi ce que personnellement j'aime dans la musique, tant dans la pratique que l'écoute, et qui est sans doute finalement un moteur pour tous les gens qui participent de près ou de loin à un monde de l'art, qu'ils soient artistes, intermédiaires culturels, intermédiaires techniques ou membres du public. Voilà ce que dit Marcel Blanc. Alors il s'est passé un phénomène, j'ai plongé. Oui, exactement, j'ai plongé. Je me suis jeté dans la musique comme on saute dans la mer. Vous savez, le plongeon. La soudaine fraîcheur de l'eau, sa densité qu'on perce et son bruit, et toute votre mémoire qui s'échappe, qui file là-haut avec les bulles. J'ai eu ça. Je n'existais plus, ni le violon, ni Bach. Tout était confondu, n'était qu'une seule matière en fusion. Il n'y avait plus que la musique. Il paraît que j'ai fort bien joué. Et quand je suis remonté à la surface, clignotant, affreusement pâle, m'a-t-on raconté, ils étaient tous debout, qui trépignaient, qui hurlaient.